Alors, nous rencontrons aujourd'hui un invité très spécial, Monseigneur Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme. Nous avons, alors c'est une première émission qui sera diffusée sur la chaîne de Fréquence Royaliste, une nouvelle chaîne sur YouTube. Nous sommes très heureux de vous avoir en entretien. Ça permettra à la fois d'expliquer un peu aux royalistes quels peuvent être les positionnements d'un prince, et également à ceux qui ne le sont pas, de découvrir quelles sont justement ces positions-là, quel est l'héritage de l'ancienne noblesse française. Je suis toujours, d'abord bonjour à vous tous, et je suis toujours très content de pouvoir donner un coup de main sur des jeunes initiatives. Voilà. Très bien. Alors, vous êtes avant tout un Bourbon, vous êtes un Bourbon-Parme, mais votre branche est issue d'un fils de Philippe V. Donc Philippe V, pour rappel, était le petit-fils de Louis XIV, qui est devenu roi d'Espagne après la guerre de succession d'Espagne. Et le premier fils va devenir roi d'Espagne. Le deuxième va hériter des possessions de sa mère, les Farnèses, et donc du duché de Parme. Vous allez donc être à la tête, enfin vos ancêtres vont régner sur le duché de Parme pendant 2 générations. Et après, vous avez un ancêtre qui va devenir roi d'Étrurie, qui sera donc un petit royaume assez éphémère, créé, je crois, par le traité entre Napoléon et l'Espagne, en échange de la restitution de la Louisiane d'ailleurs à la France. Et un peu plus tard, Napoléon, après avoir annexé le duché de Parme, va annexer ce royaume d'Étrurie. Il va tout annexer en fait. Oui, de toute manière. Hein. Résumons. Et vous ne récupérez, vos ancêtres ne vont régner à nouveau sur le duché de Parme que bien après le congrès de Vienne. Parce que il sera donné en viager à l'impératrice Marie-Thérèse, Oui. et vous ne le récupérez qu'ensuite. Et donc le dernier de vos ancêtres qui va régner sur le duché de Parme est votre arrière-grand-père, Robert Ier, qui donc sera le dernier. Ensuite, Et il aura de nombreux enfants. 24, c'est ça? Voilà, 24. Ensuite viennent votre grand-père et votre père. Et moi. Et vous. Merci. et vos enfants. Voilà. Mais nous reviendrons un peu plus tard sur votre grand-père et votre père pour une petite anecdote sur pendant si vous voulez, oui. la Deuxième Guerre mondiale. Je vais préciser quand même une chose. Vous descendez également de Charles X par sa petite fille, Absolument, oui. qui était la sœur du comte de Chambord. Ouais. Votre grand-mère paternelle c'était une princesse du Danemark. Absolument, Margaret de Danemark, oui. Oui. Et c'était la cousine germaine du tsar Nicolas II. Entre autres, oui. Et du roi George V d'Angleterre. Oui. Voilà. Et vous avez également votre grand-père, le fils de Robert Ier, qui était le frère de l'impératrice d'Autriche, Zita de Bourbon-Parme, dont votre fille porte le nom. Voilà. Et alors là, je sollicite votre aide, parce que je sais que les frères de votre grand-père, ont essayé d'être les médiateurs entre les pourparlers entre la France et l'Autriche dans la Première Guerre. C'est un sujet très intéressant. Je dirais que mon grand-père, comme vous l'avez dit très justement, avait 24 frères et sœurs. Comme on disait à l'époque, de 2 lits différents. Robert s'est marié une première fois, il a eu 12 enfants, et il était veuf, il s'est remarié et il a refait 12 enfants. Malheureusement, à cette époque-là, la mortalité infantile était assez élevée et certains sont morts tôt. Première chose. Deuxième chose aussi, du premier lit, il y a eu quelques enfants, il y avait une incompatibilité de groupe sanguin et certains des enfants on dirait aujourd'hui, sont nés différents. Et dans notre famille, ces enfants-là ont toujours été conservés, on les a jamais mis dans des maisons dans les Alpes ou je sais pas où pour les cacher, non, pas du tout. Tous les enfants étaient élevés ensemble. Il faut le noter, c'est important. Bref, parlons de la Première Guerre mondiale. Et là, évidemment, les Bourbons sont cousins avec tout le monde. Donc, il y a de nombreux enfants. Il y en a 2 qui vont dans l'armée belge, 2 qui vont dans l'armée française et 2 qui iront dans l'armée autrichienne, avec
sous les ordres de l'empereur et qui a épousé leur sœur, Zita. Donc. Mon grand-père en fait partie. Mon grand-père a donc fait la Première Guerre mondiale, lieutenant dans l'armée autrichienne. René de Bourbon-Parme. René de Bourbon-Parme. Alors la chose intéressante, certes, moi je trouve que c'est une destinée assez étonnante. D'abord, les frères étaient dans des régiments qui jamais se sont retrouvés sur les champs de bataille. Et entre eux, ils ont surtout œuvré pour rétablir la paix en Europe, entre autres entre les Bourbon-Parme en France, les Bourbon-Parme en Autriche et partout où ils étaient. Ce qui est intéressant, c'est que mon grand-père est lieutenant dans l'armée autrichienne et durant la Première Guerre mondiale, il aura la Croix de Fer. Deuxième Guerre mondiale, il sera capitaine dans la 3e DIA. 3e DIA part d'Afrique, fait toute la campagne d'Italie, remonte jusqu'en Allemagne. Et là, il sera capitaine dans l'armée française où il aura la Croix de guerre à 2 reprises. D'accord. Donc vous voyez, ça fait des destinées assez particulières. Donc c'est-à-dire que votre grand-père, alors bon, on reviendra là-dessus, mais votre grand-père a pu rejoindre finalement l'armée française, mais pas votre père. Alors, il faut aussi continuer de parler de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que en 1916, les Bourbon-Parme en France et avec leur sœur impératrice d'Autriche tentent la paix. La paix n'arrivera pas. L'empereur Charles à l'époque était prêt à rendre à la France l'Alsace et la Lorraine, faire pression pour que l'Alsace et la Lorraine reviennent à la France et stopper la guerre. Alors, il faut se souvenir que l'empereur Charles, lui, n'a jamais déclaré aucune guerre, il a hérité de la guerre et il a tout fait pendant son règne pour essayer de stopper la guerre. On entend tout et n'importe quoi à son sujet de nos jours. Voilà. Mais l'empereur Charles n'a que œuvré pour faire stopper la guerre. Et les pourparlers ont échoué et nous avons eu donc 2 ans de guerre de plus. 2 millions de morts à peu près en plus. Ça nous a amené au traité de Versailles, qui lui-même nous amène directement à la Deuxième Guerre mondiale, comme tout le monde sait. Voilà. Alors, pour revenir à ce que vous disiez un peu plus récemment, mon grand-père, donc de la Deuxième Guerre mondiale, est donc dans l'armée française. Mon père sera d'abord dans l'armée américaine, où il a fait ses classes à Fort Benning aux États-Unis. Ensuite, il rejoindra les Jedburgh. Il sera parachuté en France le 7 juin à Aurillac pour faire des opérations commando contre la division d'Eichreich, entre autres. Et après la libération de la France, il sera volontaire et parachuté en Indochine pour récupérer la reddition des Japonais qui occupaient l'Indochine à l'époque. Il sera fait prisonnier pendant 9 mois, déclaré mort, fusillé à plusieurs reprises, etc. Et finalement reviendra en France, il s'évadera d'abord, il faut le noter, il s'évade, et il retrouve la liberté et il sera démobilisé, ramené en France. Il faut aussi savoir qu'après tous ces événements-là, ma famille était frappée de la loi d'exil avant cela, et mon père, de retour d'Indochine, n'aura pas droit au passeport français. Il aura le passeport français, je l'ai moi-même, mais bien après. Je dirais même plus que ma génération, chez les Bourbons en général. Pour rappel, cette loi d'exil date du 22 juin 1886. Voilà. Et elle a frappé tous les descendants des familles qui ont régné sur la France, notamment donc vos ancêtres. Et elle n'a été abrogée qu'en 1950. Voilà. Et d'ailleurs, il y avait même un article qui empêchait, c'est-à-dire qu'on pouvait laisser le comité des ministres, je crois, le conseil des ministres, pouvoir la réappliquer s'il y avait un danger. Et on a finalement abrogé ce deuxième article en 2011. Quel dommage. Bref, ma génération, nous sommes les premiers à avoir été appelés sous les drapeaux au service militaire. On en parlera de ça. Alors voilà, donc vous êtes un prince de Bourbon, prince de Parme. Oui. Et vous êtes très actif. Vous êtes l'un des princes dont on entend le plus parler, qui participe le plus à des cérémonies, des événements. C'est mon côté Parme, ça. Voilà, certainement. Et vous avez notamment participé au moins à l'organisation de l'inhumation officielle de l'urne funéraire du cœur de Louis XVII. Oui. C'est votre fils qui a porté l'urne. Oui, ça a été un moment très émouvant. On est en 2004 et après, l'histoire serait longue, mais en 2004, le gouvernement français, c'était le ministre de la Culture à l'époque,
monsieur, son nom m'échappe pour le moment, ça va me revenir dans quelques instants, nous donne l'autorisation d'inhumer Louis XVII à Saint-Denis. Il faut savoir que cette autorisation nous autorisait tout simplement à enterrer un roi de France en France sous une république. Chose assez étonnante. En effet. Mais on entend aussi d'autres choses étonnantes. Après la cérémonie, j'ai entendu des gens, oui, on ne savait pas que ça allait être comme ça. Si on avait su, on serait venu. La prochaine fois, on viendra. Donc on entend des choses étonnantes de nos jours. Oui, voilà. C'est pas une séance de cinéma. Non. Enfin bref, j'ai eu le privilège de prendre 6 mois sabbatique de mon travail pour organiser cet événement qui est un événement historique. Il faut savoir que le chœur de Louis XVII, qui toujours aujourd'hui suscite des interrogations pour certains, était la première énigme de l'histoire de France. En effet. Alors nous avons résolu la première énigme de l'histoire de France. La deuxième énigme, qui maintenant est la première, forcément, je crois que c'est qui est le masque de fer. Mais ça, je vais vous laisser trouver. C'est probable. On s'attaquera à ce sujet une autre fois. Alors, vous avez également écrit un livre, on le mettra à la vidéo, de bon sens au pouvoir. Oui. Vous tenez régulièrement une chronique dans l'émission Tata Clash on m'invite de temps en temps. Quelquefois. J'ai le bonheur d'être invité de temps en temps. Quelquefois, Oui, tout à fait. sur Oui. TV Liberté, donc. Alors, dites-moi, Monseigneur, beaucoup de gens pourraient penser qu'un prince ne travaille pas, ou se repose sur son héritage. Qu'est-ce que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Alors, je dirais que ma branche, malheureusement, il ne restait pas grand-chose. Donc, mon père, comme moi-même, avons travaillé pour faire vivre nos familles respectives. C'est vrai, je travaille. L'image un peu du prince qui fait pas grand-chose, c'est surtout véhiculé par les merveilleux films de Walt Disney. Je dirais qu'aujourd'hui, les princes en Europe travaillent tous. Oui, c'est vrai. Alors, on l'aura compris, vous êtes aristocrate. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être aristocrate, indépendamment de l'époque, et comment ça s'applique en 2020? Alors, d'abord, on peut parler du mot. Ouais. Aristocrate, ça vient du latin aros et kratos, le meilleur et le puissant. Si vous regardez un tout petit peu aujourd'hui, ça ne me concerne plus. Parce que les aristocrates aujourd'hui ont changé. Il faut aller voir à l'Élysée, à Matignon, peut-être à la Chambre des députés. Ils sont là aujourd'hui, les aristocrates. Ils sont là aujourd'hui. Alors on peut aussi dire que pourquoi certains chanteurs sont arrivés à un certain niveau qui font qu'on parle d'eux et qui prennent beaucoup d'importance, ou des gens de la télévision aujourd'hui. Mais alors je représente peut-être une certaine aristocratie, mais plus le mot tel qu'il est défini dans le dictionnaire aujourd'hui. Oui. Alors justement, est-ce que ça a toujours du sens, par conséquent, d'avoir un comportement aristocratique quand on n'a plus le pouvoir? Alors quand on a un nom et qu'on représente quelque chose, c'est très pratique, surtout en France, pour une réservation de restaurant ou une réservation d'hôtel. Je dirais aujourd'hui, la France est beaucoup moins sensible à tout ça. Mais ça nous donne aussi, à nous, parce qu'on est tous avec un nom, chacun d'entre vous, on ne choisit pas son lieu de naissance et on ne choisit pas son nom. Et on est tous avec une histoire, l'histoire de sa famille. On a chacun des histoires très personnelles dans chacune de nos familles. La mienne nous impose un certain devoir vis-à-vis des gens, et on a surtout, nous avons beaucoup de devoirs. Vous trouveriez ça étrange si j'arrivais pour cette interview avec des cheveux orange, une chemise ouverte jusqu'au nombril, enfin bon, c'est votre définition du mot moderne. Voilà. Mais alors, voilà, oui. Est-ce que le titre princier a encore implique des responsabilités encore au-delà d'un titre quelconque d'aristocrate? Alors, les titres princiers en France, les titres de sang, c'est ce que le président Giscard d'Estaing n'a pas pu supprimer.
il a supprimé les titres de noblesse, comte, duc, baron, marquis, tout ce que vous voulez. Il a fait retirer tout ça des livres et dans les mairies, mais comment ça s'appelle, le garde des Sceaux ne lui a pas donné l'autorisation de supprimer les titres de sang. Donc nous sommes encore là et nous pouvons encore l'utiliser comme nous voulons. D'ailleurs, c'est sur nos papiers d'identité. Je crois que sur vos cartes d'identité, sur vos passeports, il y a le oui, parce que oui. SAR, non? Voilà, absolument. D'ailleurs, on m'a demandé si ça voulait dire société anonyme à responsabilité limitée. Alors, dans un sens, oui. Dans un sens, oui. Alors, on l'a bien compris, vous travaillez. Est-ce que c'est difficile d'arriver à conjuguer vos responsabilités princières, aristocratiques, avec vos responsabilités Mais il faut non, oui et non, il faut faire la part des choses. Quand je travaille, je suis monsieur de Bourbon qui travaille et qui est à son bureau et qui fait ce qu'on attend de lui. Et puis quand quelqu'un s'attend à voir le prince de Bourbon, eh bien, j'arrive avec... Oui, non, c'est pas pareil. Mais est-ce qu'on a deux personnalités? Je crois pas, mais il faut s'adapter. Très bien. Alors, vous êtes également père de 4 enfants. Votre fils unique, puisque vous avez 3 autres filles. J'ai un fils et 3 filles dans cet ordre-là, ouais. Voilà. Alors, est-ce que vous arrivez également, toujours dans cet esprit de conjuguer les deux rôles, le rôle de père et de prince? Comment vous faites pour éduquer votre fils et lui expliquer qu'il est prince et qu'il a en ce sens des devoirs ou bientôt il aura alors je pense que c'est... Alors j'ai beaucoup protégé mes enfants de ce côté-là. Je continue à le faire d'ailleurs. Car quand je ne vais pas pleurer dans les chaumières, mais quand on a un nom tel que celui-ci, ça n'apporte pas que des avantages. Il y a aussi de temps en temps des jalousies, voire de la discrimination. Hein, donc, et il n'y a rien de plus facile que de malmener un enfant. Bref, je l'ai subi moi dans mon enfance, mes enfants l'ont subi aussi. C'est une façon aussi de s'armer pour la vie, parce que c'est comme ça. Ceci dit, à la maison, nous sommes une famille comme n'importe quelle autre famille. Et de temps en temps, quand mes enfants étaient petits, je les ai amenés dans certains événements qui leur ont laissé comprendre que nous étions une famille qui avait peut-être un sens et des devoirs. Mais j'ai surtout voulu les préserver de tout ça et les laisser arriver tout doucement dans ce monde particulier. On parlait d'éducation de votre fils, qui est prince aujourd'hui. En quoi, selon vous, s'opposent les termes d'éducation et d'instruction? Alors ça, c'est un vaste sujet. Je dirais qu'aujourd'hui en France, la tromperie commence dès le départ. Je dirais qu'on a un ministère de l'éducation nationale. Moi j'estime que l'éducation, elle se fait à la maison et l'instruction se fait à l'école, au sens large du terme. Les professeurs n'ont pas vocation à éduquer les enfants qui devraient arriver à l'école bien élevés et respectant leurs professeurs. D'autant plus qu'aujourd'hui, les professeurs n'ont même plus le droit d'infliger des punitions. Donc c'est le grand n'importe quoi. Mais c'est simple à comprendre. Certains enfants ont le bonheur d'aller dans les classes de neige ou au sport d'hiver. Quand ils y vont et qu'ils ont des cours de ski, la seule chose auquel ils pensent tous quand ils sont jeunes, c'est d'avoir une première étoile, une deuxième étoile ou une troisième étoile. Et ça les stimule. En France, il n'y a plus de prix scolaire à la fin de l'année. On nous parle même d'annuler les notes dans les classes. C'est totalement stupide. Ça ne donne pas l'esprit de compétition et de vouloir faire. C'est comme les examens à l'école. On veut supprimer, enfin l'examen continue toute l'année. La vie est faite d'étapes et de moments et de passages. Alors si on élève nos enfants en leur laissant croire que les choses est un long fleuve tranquille et que de toute façon tout va bien et que tout ira bien à la fin, c'est les fourvoyer. Quand vous allez à une interview pour un boulot,
vous n'êtes pas tout seul à y aller et vous devez être le meilleur. Donc si on vous apprend à être comme tout le monde, eh bien vous aurez un boulot comme tout le monde peut-être, mais peut-être qu'il valent mieux que ça. Oui. Alors j'en profite puisqu'on en est à parler d'instruction. Vous le savez. À la maison. Non, l'instruction à l'école et l'éducation à la maison. Oui, oui. Exactement. Alors, à l'école, justement, on ne nous parle jamais de certains événements d'histoire, notamment autour de la Révolution française, pour certaines raisons. Ou avant. Vous me voyez venir, je vais vous parler des guerres de Vendée. Oui. Je voulais savoir ce que vous pensiez. Alors, si vous portez un regard particulier sur les guerres de Vendée, et plus particulièrement sur la réponse qui a apporté la République. Alors, je ne sais pas quelle est la réponse de la République aux guerres de Vendée, mais vous savez, quand vous avez fait une bêtise, vous n'êtes pas très fier, vous n'avez pas tellement envie d'en parler. Donc c'est très humain finalement ce qui se passe autour de nous. Moi je dirais que malheureusement la Vendée a été punie 2 fois. Une première fois avec le génocide qu'il y a eu, parce que c'est un génocide, où il y avait des quotas, les armées pacificatrices comme on les appelait, avaient des quotas tous les jours. Et ensuite, mais M. Rénal Sécher en parle très bien, il a inventé ce mot de mémoricide, c'est-à-dire qu'on refuse même la mémoire historique qu'a été les guerres de Vendée et les génocides qu'il y a eu à ce moment-là. Par la honte. Donc il y a une double punition. Là. Oui. Voilà. Alors justement, dans les guerres de Vendée, il y avait l'armée catholique et royale qui avait une certaine idée de la France qui se perd aujourd'hui. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez d'une expression qui est la France éternelle, qui avait été supprimée par Emmanuel Macron, le président de la République, dans une lettre d'Henri Ferté. Alors, évidemment, on en a tous entendu parler, et je crois que énormément de choses ont été dites sur le sujet, et un petit peu par tout le monde. Moi, ce sujet, qu'est-ce qui m'a évoqué alors, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aurait dit l'auteur? Voilà. Absolument. Je pose une autre question. Qu'aurait dit l'auteur que l'on supprime après le sacrifice qu'il a fait et ce cri du cœur et cette lettre magnifique qu'il écrit? De quel droit on peut supprimer des passages? Au nom de quoi? C'est même pas de quel droit, c'est au nom de quoi on peut supprimer des passages? Et qu'aurait dit l'auteur? Voilà, voilà, je vous renvoie une question. Et vous pouvez y réfléchir, parce que je crois qu'il faut qu'on y réfléchisse. Il est là le problème. Ça amène une vraie question en effet. Et alors cette expression, elle vous évoque quoi, vous, personnellement? La France éternelle. Mais pour moi, la France, elle est dans mon cœur. Je sais pas, j'ai passé 10 ans de ma vie à l'étranger. À un moment même, je suis resté 3 ans sans revenir en France. Ce qui m'a fait revenir en France, c'est parce que au fond de moi, je suis français. Et il n'y a rien à faire. C'est comment on m'a proposé une autre nationalité que celle de la France, ça m'a fait réfléchir. Et c'est ce qui m'a fait revenir d'ailleurs. La France, pour moi, elle est intemporelle. Elle existe depuis plus de 1000 ans. Et j'espère qu'elle va exister encore pendant 1000 ans. La France, on en fait chacun d'entre nous ce qu'on veut dans son cœur et au fond de soi. On n'a pas personne à nous dire si elle est éternelle ou pas. C'est la réflexion de chacun. Mais il suffit de traverser la France pour se rendre compte qu'elle est exceptionnelle. On a le plus beau pays du monde. On a le plus beau pays du monde. Voilà. Absolument. Alors c'est vrai qu'il y a une dimension un peu spirituelle. Vous parliez d'intemporalité. On va se mettre dans un scénario en quelque sorte, mais quelle serait selon vous la place du catholicisme en France dans l'éventualité d'une restauration? Alors, la place du catholicisme. Mais comment concevoir la France sans les racines chrétiennes? Voilà, je pose la question. C'était le président Chirac qui avait fait supprimer de la Constitution
européenne qui avait été, je crois, pensée, réfléchie, écrite par le président Giscard d'Estaing, qui avait fait supprimer cette notion-là. Je sais que le président hongrois s'était insurgé à ce sujet et je partage son opinion. C'est pourquoi ne pas accepter la vérité. C'est énorme. Alors pour revenir un petit peu plus à votre question, je dirais que la France, la monarchie et les monarchies qui se sont suivies en France ont toutes été de droit divin. Et ça donne une notion assez importante au chef de l'État, ça. C'est-à-dire que le chef de l'État, dans ce cas-là, est redevable. Et ça lui donne un peu plus, il doit un peu plus s'impliquer, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il doit faire. Je pense que si on est redevable de personne, ça donne des libertés qui ne sont pas toujours compatibles avec la fonction. Voilà. Et alors, pensez-vous que justement il y aurait un lien entre la résurgence, vous parliez du regain d'intérêt pour le catholicisme la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, pensez-vous qu'il y a un lien entre cette résurgence-là et potentiellement une restauration de la royauté? Je pense que l'esprit royal, il est en France. La France a été un royaume pendant plus de 800 ans. Ça n'a pas si mal marché pendant 800 ans. Je pense aussi que Et puis, soyons terre à terre, la France, Jean-Paul II le dit très bien, fille aînée de l'Église. La chrétienté, elle part de Saint-Denis. Le catholicisme, enfin bon, il y a des églises dans tous les villages de France. Notre-Dame, le monde entier est tombé à genoux devant l'incendie de Notre-Dame. Notre-Dame, c'est pas juste c'est la foi qui a construit Notre-Dame. Il ne faut pas oublier ça. Il n'y a pas tout d'un coup un tailleur de pierre qui s'est dit tiens, je vais faire une belle église. Non. Ça a duré 100 ans cette construction. D'ailleurs, l'expression ça ne va pas durer 107 ans vient de là. C'est qu'en fait, on a mis 107 ans à la construire. Et elle vient là, c'était de là cette expression. Il y a énormément de choses, la chrétienté, la foi, le catholicisme en France, ça nous guide tous les jours. Et on l'utilise et on en parle sans même le savoir. Et tout le monde et la cathédrale, c'est la cathédrale des cathédrales, Notre-Dame. Je crois que tout le monde sera d'accord là-dessus. Oui, et on a de tout partout pour nous rappeler que les origines chrétiennes de la France. Alors, on parle un petit peu moins, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un roi qui est de droit divin. Il choisit pas. Il choisit pas. D'ailleurs, quand le roi dit nous, il parle pas de lui. Il parle de tous les Français. Je suis d'accord. D'ailleurs, ce nous-là est souvent aussi pris pour un nous, ce qui est un nous de majesté est souvent pris pour un nous d'arrogance. Alors que en fait, ça se confond avec le nous. Au contraire. Le nous de modestie. Au contraire, c'est d'une humilité incroyable. Parce que quand il dit nous, il parle de tous les Français, du plus modeste jusqu'à lui-même. Alors une question légèrement plus technique, mais comment vous imagineriez les liens entre l'institution royale et l'Église catholique, si l'institution était restaurée? Mais il n'y a pas de droit en France sans sacre. Non, on est d'accord. Bon, voilà. Donc, la prévalence de l'Église sur qui permet la validité. Très bien. Alors, aujourd'hui, on a un certain nombre d'organisations royalistes en France. Il y a notamment la plus connue, l'Action française, mais il y a également le groupe d'Action royaliste, un peu plus récent, et nous-mêmes, le Cercle Richelieu. Est-ce que vous vous situez par rapport à elles, et surtout, est-ce que vous vous sentez en devoir de les accompagner? Alors, je pense qu'il n'y aurait pas assez de jours dans l'année si je devais honorer toutes les invitations de tous les cercles royalistes que nous avons dans notre belle France. Je veux bien vous croire. Je pense qu'il y en a dans toutes les régions, il y en a dans tous les départements. Je ne vais pas dire qu'il y en a dans tous les villages parce que ce serait un peu prétentieux, mais je dirais que le problème de fond, c'est qu'aucune ne parle à l'autre. C'est-à-dire que chacune pense qu'elle a le petit truc en plus qui fait qu'elle est plus légitime que celle que le voisin.
Bon, c'est un petit peu désordonné tout ça, mais bon, le français, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, finalement, a un pays qui est basé sur des origines, je répète, chrétiennes et royalistes. Il en reste encore. La Ve République, on n'est pas très loin d'un système royaliste. Hein. Bon, au départ, il fallait changer de président tous les 7 ans, mais... De Gaulle avait pensé la Ve République. Alors Ah oui, alors on m'a posé la question, on me pose souvent la question, est-ce que De Gaulle était royaliste? Est-ce que De Gaulle avait voulu faire avancer avec mon oncle le comte de Paris? Oui. Ma réponse est toujours la même. Je pense que oui, De Gaulle était royaliste, sinon il n'aurait pas fait la Ve République. C'est certain. Alors, on connaît mal cette histoire avec le comte de Paris, justement, mais... Je la connais mal aussi. Ah oui? J'y étais pas. J'étais pas né non plus. Mais c'est un sujet à controverse, même qui fait encore jaser parfois. Ils nous ressortent quelquefois un article... Mais pourquoi pas Oui, mais... Je sais pas, il y a eu d'autres pays en Europe où il y a eu des présidents, voire des généraux à la tête de certains pays européens qui ensuite ont passé la main à une royauté. Mais enfin, c'est vrai, en Espagne récemment, n'est-ce pas? Mais si plus de gens le savaient, ça amènerait à s'interroger aussi. Oui, mais beaucoup de gens respectent De Gaulle sans forcément oui, savoir. mais aujourd'hui, le leitmotiv, c'est il ne faut pas regarder son passé, il faut aller de l'avant. Moi, je pense que se couper de ses racines, c'est comme un arbre. Hein. Vous coupez les racines, l'arbre meurt. Donc, si vous voulez aller de l'avant et voir le futur avec efficacité et sereinement, il faut regarder le passé pour pouvoir reproduire les erreurs. Le passé, et quelle que soit l'erreur, c'est une richesse, parce que une erreur, il n'y a que les imbéciles qui font les erreurs 2 fois de suite. Hein, donc, connaissons nos erreurs pour ne pas les reproduire. Il faudrait réinventer la roue à chaque fois. Ouais, absolument. Et puis il y a tout un tas de citations sur le sujet. Et alors, je vais revenir au président de la République, Emmanuel Macron, qui avait récemment dit qu'il n'y avait pas de culture française, mais une culture en France qui est multiple et diverse. Que pouvez-vous nous dire quel sentiment ça vous évoque? Mais ça me fait de la peine. Alors on va revenir, est-ce que Notre-Dame fait partie de la culture française? Est-ce que les châteaux dans nos campagnes, c'est la culture française? Est-ce que la mode qui habille les Françaises et le monde entier, est-ce que c'est la culture française? Est-ce que quand beaucoup de pays dans le monde encore aujourd'hui parlent français, est-ce que c'est la culture française? Je ne sais pas comment on peut dire qu'il n'y a pas de culture française. Je réfléchis, je comprends pas. Il faut qu'on m'explique. Alors je crois qu'il vous rétorquerait certainement que la culture française s'est constituée de greffes de culture extérieure, un peu en Italie. Oui, mais alors ce auquel j'ai envie de répondre, jusqu'à maintenant, et c'était connu, hein, c'est vrai que la culture française, il y a beaucoup de populations de toute l'Europe et d'ailleurs qui sont venues pour faire la France, et depuis longtemps déjà, depuis toujours même. Mais je pense que jusqu'à maintenant, quand les gens venaient en France, ils suivaient ce vieil adage qui date de l'Antiquité, qui disait si tu vas à Rome, habille-toi en romain. On n'a pas inventé ça. Moi, ça me compte. Je sais pas, le bon sens, tout simplement. Hein. J'ai été, comme je disais tout à l'heure, j'habitais 10 ans dans un pays. J'étais même à une époque, je devrais pas le dire, mais bon. J'avais pas de visa, donc j'étais un immigré illégal. Je travaillais sans papier, donc on peut dire que j'étais un travailleur au noir. Eh bien, je me tenais à carreau. Je payais mes impôts rubis sur l'ongle. J'avais acheté une voiture qui était fabriquée dans le pays qui m'accueillait. Et loin de moi l'idée de demander au pays qui m'accueillait de changer parce que ma culture était différente. Bien sûr. Enfin, je sais pas. C'est un comportement. C'est du bon sens. Absolument.
la République, on le sait, a fait tout ce qu'elle a pu pour empêcher les langues régionales, par exemple, d'être enseignées, apprises, etc. On cherche à uniformiser en réalité la France. C'est plus facile. En occultant. C'est plus facile quand tout le monde parle la même langue. C'est une affaire entendue. Mais aujourd'hui, on enseigne le corse en Corse, on enseigne le breton en Bretagne, on enseigne l'alsacien ou le lorrain. Un peu plus qu'avant peut-être. Beaucoup plus qu'avant. Mais j'avais eu l'énorme privilège de rencontrer le Dalai Lama quand il était passé à Toulouse. Ah d'accord. Et il était très triste parce qu'à l'époque, les Chinois imposaient au Tibet le chinois dans les écoles. Et je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète parce que en France, on avait établi que le français serait la langue nationale et qu'on ne pourrait plus parler une autre langue. Et en 250 ans, les choses sont passées, les racines sont restées. Et aujourd'hui, dans les régions que j'ai nommées il y a quelques instants, eh bien, on recommence à enseigner ça dans les écoles. Donc il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent sur le sujet. Très bien. Alors, on a des minorités en France aujourd'hui. Vous pensez qu'elles devraient avoir une place particulière, peut-être en retrait? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors non, moi j'aime bien résumer les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui on a de plus en plus de mixité, comme on dit. Et il y a quelque chose qui me fascine, c'est quand on dit qu'il faut que les gens, même ceux qui ne sont pas français, puissent voter. Et certains veulent le droit de vote. Moi, pourquoi pas? Aujourd'hui, il y a une vraie façon très simple d'obtenir le droit de vote en France, c'est d'être français. C'est de demander à être français, c'est tout. C'est prévu, hein, c'est pas très compliqué. Il suffit de suivre les démarches. Alors, tout à l'heure, on parlait de votre grand-père et votre père. Donc, votre père, je le rappelle juste, qui avait subi en quelque sorte la loi d'exil, puisqu'il était commando de Jetburn, enfin, vous l'avez dit, le 7 juin 1944. Et il a également fait la guerre d'Indochine contre le Viet Minh. Et les Viet Minh n'existaient pas à l'époque, on ne savait pas comment ça s'appelait quand il est arrivé. On l'appelle autant pour moi. Et alors il n'a jamais reçu le passeport français? Non, il l'a reçu, comme je disais tout à l'heure, mais quand il est revenu à cette époque-là, non. D'accord, pas immédiatement voilà. En fait. Oui, voilà. Mais il l'a eu par la suite, voilà, exactement. Okay. Très bien. Et ça a été l'un des capitaines en France, le plus décoré de France, avec la Légion d'honneur. Je crois que c'est le maréchal Leclerc qui lui a remis en Indochine. Et il a eu la Silver Star parce qu'il avait fait en France. Enfin, il avait. Oui. Très bien. Alors je sais que vous nous en avez parlé tout à l'heure. On aurait bien aimé avoir votre sentiment, non seulement sur l'histoire de votre père, mais aussi sur la loi d'exil en elle-même. Je ne l'ai jamais subi moi-même. Oui. Donc c'est difficile de parler de quelque chose que je ne connais pas. Mais quelle est la chose la plus épouvantable quand vous êtes toute votre famille a été là pour un pays, parce qu'il faut aussi se souvenir ou le dire tout simplement, que les Bourbons ont été sur tous les champs de bataille pour défendre la France depuis que la France existe. L'un des fils de mon frère était en Afghanistan. Donc on a toujours été là quand la France avait besoin de nous. Et de vous. Alors on dit aujourd'hui que certaines personnes qui en France n'ont même pas la nationalité et commettent des exactions, on ne peut pas les renvoyer dans leur pays. Mais moi je me dis, mais attendez, nous on était français et on nous a chassés. Donnez-moi une explication, il y a deux poids, deux mesures, je ne comprends pas. Vous pensez que vous dérangez le pouvoir Je pense déranger. Oui, ça me plaît assez ce mot-là. Pourquoi pas. De temps en temps. Parce que de temps en temps, je gratte un peu. Oui.
Alors, vous nous parlez également plus tôt, vous étiez un des premiers Bourbons, enfin la première génération en tout cas, à avoir été appelé à faire le service militaire. Oui. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, ça avait une importance, du moins que ça n'a plus aujourd'hui, que ça avait un rôle que ça Le service remplit militaire, plus? Oui. si je devais utiliser un terme militaire, on ne pourrait pas l'enregistrer sur ce que je pense d'avoir arrêté le service militaire. Alors on nous a dit que ça a coûté très cher, etc. etc. Moi je pense que les problèmes que nous avons dans certaines banlieues nous coûtent plus cher que ce que nous coûtait à l'époque le service militaire. Ah oui. Je pense que donner un an, quand on sait qu'un pays donne tout, c'est-à-dire qu'une femme enceinte peut accoucher gratuitement, soigner son enfant gratuitement et elle-même, l'enfant peut avoir une éducation jusqu'à ce qu'il devienne grand gratuite. Je crois que c'est bien. On est supposé avoir une protection de l'État, on a des routes qui sont entretenues, on a un système médical, on a tout ça. Je pense que donner une partie de son temps quand on est français à son pays, je pense que c'est bien, oui. C'est bien. Et puis ça permettait aussi de faire le tri. Moi, je me souviens qu'il y en avait certains qui ne savaient pas écrire. Pendant un an, ils ont eu des cours, ils sont sortis de là en sachant écrire. Et pour certains, un métier, ils sortaient de là avec un permis de poids lourd ou de mécanicien, j'en sais rien. Moi, il y avait tout un tas de métiers qui permettaient à des gens qui étaient passés à travers les mailles du filet d'être rattrapés. C'était bien. Ça permettait d'enseigner des valeurs, ça permettait d'instruire. Et peut-être de... Oui, c'est vrai, certains ont appris à cirer des chaussures, à se tenir bien quand on hisse le drapeau français. Aujourd'hui, malheureusement, le drapeau français est à l'honneur uniquement quand on gagne un match de foot. Je trouve ça dommage. Vous en avez de bons souvenirs, vous, de ça? Ah oui. Je me suis beaucoup... Mais j'y suis allé entraîner les pieds. Mais je me suis beaucoup... Oui. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux aussi, parce qu'il y a un brassage social extraordinaire. On était tous mélangés. Et ça permettait aux uns et aux autres de découvrir peut-être c'est ce que je dis, un brassage social, de découvrir d'autres. Certaines personnes habitent dans les villes, ne vont jamais à la campagne, d'autres vice-versa. Certains milieux sociaux ne connaissent pas les autres. Et ça, c'était bien pour ça. C'est vrai que ça permettait de transcender un peu les barrières sociales. Bien sûr. Exactement. Alors, vous avez certainement entendu parler du service national universel. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette initiative? Alors, je trouve ça très bien. C'est un premier pas, c'est bien. Maintenant, j'aurais rencontré certains jeunes qui en avaient eu le bonheur d'y participer. C'est assez amusant parce qu'ils ont été déçus que ce soit si... parce qu'aujourd'hui, il y a des émissions de télévision où on voit les légionnaires qui s'entraînent, où on voit les différents corps d'armée qui courent dans la boue, qui sautent partout et qu'on empêche de dormir pendant 3 jours, etc. Donc ils s'attendaient à quelque chose d'un petit peu plus musclé que ce qu'on leur a présenté. Ils ont été déçus, ce qui est intéressant. Mais je trouve ça bien, je crois que c'est un bon départ. Et bon, alors aujourd'hui, comme il faut de l'égalité, les femmes y participent aussi, mais je pense qu'il faudra aller plus loin. Je pense que chacun peut donner un petit peu de son temps à son pays, et ça peut être dans les hôpitaux, ça peut être dans les associations, ça peut être dans l'armée, ça peut être dans les mairies, ça peut être dans les écoles, etc. Et donner sous une forme ou d'une autre de son temps pour son pays, moi je trouve ça bien. Ouais. Il y a beaucoup de retours des jeunes qui en parlent presque comme d'une colonie de vacances. Oui, j'ai pas voulu employer le mot parce que... Je comprends bien. Mais parce qu'il y a colonie de vacances et colonie de vacances. Oui, ça. Mais mais ça revient à ce que j'étais en train de dire. Oui, c'est cela. Quand ils y vont avec une idée de quelque chose, ils ont envie de quelque chose. Mais tout ça peut être réajusté. On commence. Alors justement, comme on parle du métier d'armes, qu'est-ce que vous pensez de la démocratisation du métier d'armes, qui était la fonction première des aristocrates sous l'Ancien Régime? Ah, alors oui. Alors, on entend souvent, les aristocrates, dans le temps, ils faisaient rien, etc. Mais il faut pas oublier que si l'aristocratie, ou les seigneurs de l'époque, ne faisaient rien, comme disent les gens aujourd'hui, pas du tout. Ils s'entraînaient au métier des armes. Parce que
pourquoi ils ne travaillaient pas? C'était très simple, c'est qu'il fallait qu'ils soient toujours prêts pour défendre leur territoire. Et si c'était un fermier, il allait dire bah non, attendez, on finit la moisson et puis ensuite j'y vais. C'est-à-dire que ça n'avait pas de sens. Les seigneurs étaient là pour défendre la population, pour défendre le village, pour défendre le territoire, et ils n'étaient pas là pour travailler. Et tout ça c'était entendu par tout le monde. Hein. Et puis quand le seigneur partait à la guerre et qui revenait pas, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'était sa fonction. Oui. Il y a une citation qui dit que l'un des plus grands, je n'emploierai pas le mot crime, mais presque, de la République, ça a été d'avoir tiré des paysans de leurs champs pour les amener sur le champ de bataille. Oui, mais alors, je pense aussi que quand le pays est attaqué, il faut qu'on y aille tous. Pour moi, c'est le bon sens. Alors, bon, il y a ceux qui sont faits pour le métier des armes qui vont peut-être y aller en premier, mais s'il faut aller un peu plus dans l'effort, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, évidemment. Alors, peu de gens le savent probablement, mais vous avez également été voir les Gilets jaunes l'année dernière. Vous avez même prononcé « Je suis gilet jaune depuis le départ ». Et vous les avez accompagnés sur les ronds-points, entre autres. Bah oui. Alors, pourquoi c'était important pour vous d'être avec eux? Alors, moi j'ai les gilets jaunes du départ, vous l'avez dit, et c'est important de le dire. Je pense qu'au départ, les gilets jaunes, ce sont des Français qui n'ont pas de quoi remplir le frigo à la fin du mois. Ce sont des Français qui travaillent, qui se donnent du mal, et des Français qui sont plus récompensés par leur travail aujourd'hui, et qui n'avaient qu'un seul moyen pour se faire entendre. Ça a été, à l'occasion de l'augmentation du prix du pétrole, ça a été de se rejoindre sur les ronds-points et de suivre cette femme de couleur, je me souviens bien, qui avait donné l'idée de prendre le gilet jaune dans le coffre de la voiture, parce qu'on en avait tous un, c'était bien pratique, et de manifester et de dire le désarroi. Alors ça a été comme ça pendant les premières manifestations. Bon, ensuite ça a été tenté d'être récupéré par des partis politiques, et puis ensuite il y a eu le déferlement de toutes les racailles de banlieue qui sont venus à l'époque en décembre, pour casser les vitrines et faire leurs courses pour Noël, tout simplement. Et là, c'est parti dans tous les sens, et le mouvement est devenu la chose un peu désagréable qu'on a tous connue. C'était vraiment important de manifester, de leur montrer la présence d'un prince français. Alors j'y ai pas été en tant que prince, j'y étais parce que j'estimais que la cause était bonne au départ. Très bien. Voilà. Très bien. C'était voilà. Alors oui, je représente quelque chose, et aussi, oui, peut-être j'ai réfléchi un petit peu, mais c'était tout à fait. Au départ, je ne vais pas dire que c'était bon enfant, non, c'est pas vrai, mais c'était quelque chose qui, à mon avis, était légitime. Il y avait un malaise. Alors, une des revendications des Gilets jaunes était notamment, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, la sortie de l'Union européenne, à cause des traités, de sentiment de perte de souveraineté. De manière générale, qu'est-ce que vous pensez des traités supranationaux et ensuite sur l'institution de l'Union européenne en elle-même? On a combien de temps pour répondre? Parce que c'est une... Merci beaucoup. Alors, il y a deux questions et il faut trouver deux réponses. Alors, je dirais que moi, au fond de moi, je l'ai déjà dit d'ailleurs, moi je suis pour plus d'Europe. Alors ça dénote beaucoup avec ce que... Mais pour ça, il faut qu'il y ait un pays qui sache montrer le bon exemple et qui sera suivi par les autres pour faire une Europe forte. Je pense que nous pourrions facilement être la première puissance mondiale, mais c'est beaucoup plus pratique de garder une Europe qu'on peut manipuler facilement. La population européenne est une des populations les plus riches au monde. On représente quand même une force assez importante. Ça, c'est... Pour répondre brièvement à la première partie. Oui. La deuxième partie, moi, ce qui m'horripile, ce sont toutes les lois européennes qui sont faites
et qui mettent des bâtons dans les roues. Ouais. Comment exprimer ça? Je pense qu'il faudrait beaucoup délégiférer, même au point de vue national comme au point de vue européen, sur énormément de lois, de normes qu'on nous impose, qui nous mettent les bâtons dans les roues. Et puis un petit peu de protectionnisme, pourquoi pas, moi ça me va très bien. Les Américains le font admirablement et s'insurgent quand nous le faisons. Je sais pas, un petit peu de protectionnisme, même voire européen, moi ça me va. Oui, vous êtes plutôt partisan d'une autre Europe en fait. Oui, oui. Vous pouvez développer là-dessus par exemple en 3 mots, parce que c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais... Non, mais on pourrait faire une heure de conversation là-dessus. Moi, je suis pour une heure. Je sais pas. Il y a certains pays, vastes pays, vous ne pouvez pas rentrer sans un visa. Vous arrivez sans un visa, on va dire, écoutez, vous êtes très gentil, mais allez prendre un visa et puis revenez nous voir. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous accepte pas. Il faut mettre des règles strictes. Je pense qu'on pourrait avoir des frontières européennes beaucoup plus fortes. Il faudrait avoir des critères pour pouvoir avoir accès à l'Europe d'une façon beaucoup plus forte, beaucoup plus compliquée. Il y a des pays, même en Afrique, si vous voulez vous y installer pour travailler, on va vous demander, mais est-ce que vous avez de quoi vous payer un logement? Est-ce que vous avez, où est-ce que vous allez travailler? Est-ce que vous avez déjà un travail? Est-ce que vous voulez créer une entreprise? Si vous n'avez rien de tout ça, on va dire vous êtes gentil, mais vous retournez chez vous et puis revenez nous voir quand vous voulez faire quelque chose. Oui, absolument. Il y a même certains pays qui exigent que si vous allez chez eux pour travailler, vous devez passer une annonce dans un journal, et s'il y a un indigène du pays donc qui peut remplir le travail pour lequel vous postulez, eh bien on va le donner à la personne du pays avant que vous le donnez à vous. Je sais pas, moi ça a du bon sens tout ça. C'est comme les frontières. J'estime qu'au-dessus d'un certain nombre de chômeurs en France, c'est peut-être pas nécessaire d'en faire rentrer du monde en plus. Il devrait y avoir une limite. Au-dessus de 2 millions de chômeurs, on a besoin de personne. On va donner du travail à ces 2 millions-là, et puis ensuite on verra. Oui, parce que souvent on pourrait nous reprocher un manque d'humanité, etc. Mais le problème, c'est que si on ne commence pas par s'aider nous-mêmes, on ne peut pas aider les autres. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, bien sûr. Alors, il y a quelques crises en ce moment, la réforme des retraites, la pandémie, maintenant qu'on peut appeler du coronavirus, qui affecte particulièrement les personnes âgées. Qu'est-ce qui pour vous devrait être le traitement dû, la place des personnes âgées en France? Alors, on nous parle beaucoup des personnes âgées, je veux bien croire qu'ils sont plus sensibles à la chose. Ceci dit, le premier médecin qui a parlé du coronavirus, le médecin chinois au départ, pardon, il n'avait que 39 ans dans la force de l'âge, et pourtant il en est mort. Ouais. Donc, mais on entend tout ce qu'on veut à propos du virus. C'est une mauvaise grippe. On ne sait toujours pas d'où elle sort d'ailleurs. Alors on nous a dit que c'était le pangolin, je sais pas quoi, la pauvre bête. Qui serait responsable. Je ne suis pas vraiment sûr que ce soit de sa faute à elle toute seule. Non, ça amène des questions. Et puis je sais pas, moi ce qui m'amuse beaucoup, c'est on nous dit oui, il faut porter si vous êtes malade, il faut porter un masque pour pas que les gens deviennent malades. Si j'ai bien compris, les masques ne marchent que dans un sens. Oui. C'est-à-dire que si vous vous sentez bien, que quelqu'un est malade autour de vous, ça ne sert à rien. Mais voilà. Donc on nous dit des choses. Il faut voir. Et puis j'espère que ça va être comme une grippe, que ça va durer jusqu'au mois de juin et qu'ensuite tout va rentrer dans l'ordre. Si ça dure plus longtemps, c'est inquiétant. Oui. Si on vous parle de restauration du Royaume de France, quelles sont vos réflexions? On va finir là-dessus. Quelles sont vos réflexions? Pour vous, est-ce que c'est utopique? Est-ce une gageure ou est-ce une réalité envisageable? Alors, vous m'avez posé la question sur le 49.3. Parce que ça aussi, c'est... Alors, le 49.3, récemment, il ne faut pas oublier, on va faire un petit cours d'histoire. Je ne vais pas porter de jugement, je vais juste donner un petit cours d'histoire. Je vais dire, ça a été prévu par la Ve République, ça a été utilisé la première fois, je crois, par M. Mauroy en 81.
Il ne faut pas oublier que celui qui l'a utilisé le plus, c'était quand même Monsieur Rocard, qui est le vainqueur pour l'utilisation du 49.3, en numéro 2, je vous laisse réfléchir quelques instants, qui est en numéro 2, qui a utilisé le plus, parce que c'est pas facile, c'est Édith Cresson. Elle n'a pas été Premier ministre très longtemps, mais pourtant. Et puis ensuite, bon, il y a Barre, il y a Villepin une fois, Chirac 2 fois, enfin bon, bref. Mais on a tendance à penser aujourd'hui, quand on écoute la presse, que c'est la première fois qu'on utilise le 43 et que oh là là, c'est très grave, etc. etc. Il faut dire aussi que le 43 est là aussi pour empêcher. Alors je ne vais pas discuter l'histoire des retraites ou pas, en discutons du 49.3. Là, le Palais Bourbon était bouché avec, je ne sais pas combien, 40 000 amendements pour changer une virgule, un point. Ça a permis d'ailleurs à certains partis politiques de renaître un petit peu grâce à ça. Et ils se sont sentis importants. Vous savez tous de qui je veux parler. Mais tout était coincé sur des technicalités où on s'amusait à changer un mot par un autre, un synonyme, etc. Et tout ça était coincé. Donc il fallait faire quelque chose aussi. Maintenant, je n'aborde absolument pas le fait cette réforme des retraites, est-ce qu'elle est bien ou pas. Nous parlions du 49.3 de l'autre jour, je crois, c'était ça votre question. Maintenant, pour revenir à est-ce qu'il y a un avenir pour la monarchie en France, je dirais que sous l'Antiquité, les Grecs avaient instauré une démocratie. Ils se sont aperçus qu'un petit peu plus, au bout de 200 ans, un petit peu plus de 200 ans, que finalement ça ne marchait pas et ils sont revenus à un système qu'on pourrait dire similaire à ce que vous disiez tout à l'heure, une monarchie. Donc il ne faut jamais croire que tout est gravé dans le marbre. Tout bouge, tout avance. Et les gens s'aperçoivent au fur et à mesure que le temps passe, que les choses évoluent. Moi je pense que la démocratie c'est une très belle chose, c'est magnifique quand elle est jeune. Je pense que la démocratie jeune, on avance pour le bien commun, tous ensemble, de tout en bas jusqu'en haut, et vers quelque chose, je le répète encore une fois, vers le bien commun. Je pense qu'en vieillissant, la démocratie, malheureusement, devient une oligarchie. Et en devenant une oligarchie, elle est menée à disparaître. Malheureusement. Parce que l'idée est belle. Oui, il y a une volonté de bien faire. Voilà. Alors la démocratie fonctionne à l'échelle de la commune d'une certaine façon, mais pas plus en fait. Oui. C'est un peu les 3 paliers d'Aristote, je crois. La démocratie dans la commune, l'aristocratie dans la province et la monarchie dans... Oui, ça va très bien. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, on va avoir les municipales très bientôt, qui est tant de villages dont personne ne veut reprendre la place du maire. Moi, je trouve ça... C'est un signe très fort, parce que pour moi le mandat de maire c'est le plus beau mandat qu'on puisse avoir. On est en contact avec les gens et on est là pour le bien de sa commune. Et le maire c'est un peu le père de la commune. Mais on leur a enlevé tout leur pouvoir. Aujourd'hui ils ne sont là que pour avoir les griefs des gens et ils n'ont plus aucune action concrète. Ils peuvent juste transmettre. C'est redoutable. C'est redoutable. Façade, en fait. C'est redoutable, oui. Moi, je suis pour qu'on remette les maires à leur place. Et faire confiance aux maires. Mais je ne comprends pas. Oui, qui sont au contact réel de la population. Et qui, on ne peut pas leur retirer du pouvoir. Ce sont des gens tout à fait capables. C'est dommage. Alors merci beaucoup. Pour nous avoir accordé cet entretien. On va terminer juste par... je vais vous donner 2 ou 3 noms de personnages historiques et vous pouvez nous dire en 1 ou 2 mots juste ce que ça vous évoque comme ça. On n'en fera pas plus de 2 ou 3, mais par exemple, si je dis Bayard, vous pourriez dire bravo. Voilà. Alors,
on va commencer par Jeanne d'Arc. Un exemple à suivre, un exemple à suivre. D'ailleurs, beaucoup de politiciens ont tenté de la récupérer comme exemple, hein, et c'est pas toujours été les mêmes. Ils n'avaient pas tous les mêmes idées. C'est vrai aussi. Donc oui, c'est un exemple. Alors, un autre exemple, François Ier, par exemple. Alors un grand roi, il faut se souvenir, et ça c'est une petite anecdote de son royaume qu'on oublie, c'est que François Ier a quand même signé un accord de paix avec son pire ennemi, il y a 480 ans ou 400 à peu près, comme ça. C'était Charles Quint. Ils se sont rencontrés dans les faubourgs de Loches. Charles Quint a passé un séjour à Chambord et à ce moment-là, ils se sont serrés la main, ils ont partagé les repas. Mais si ces deux ennemis, depuis toujours, ont réussi à faire ça, voilà encore un exemple. Le respect entre, bien sûr. ennemis, absolument. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais ils ont essayé et ça a marché pendant un certain temps. C'est vrai. Alors, pensez aussi à Saint-Louis. Alors, Saint-Louis. Peut-être que ça s'apparente à Jeanne d'Arc. C'est toujours. Oui, mais Saint-Louis, c'est pareil, on peut dire un exemple. C'est Louis IX, je sais pas moi. C'est la bonté. C'est la bonté. On a tous l'image de Saint-Louis qui fait la justice sous son chêne. Ouais. Et le droit de justice et la possibilité de pardonner, c'est fabuleux. L'une des valeurs les plus fondamentales de la chrétienté. Alors, le maréchal Leclerc. Maréchal Leclerc est parti trop tôt. Ah. Il est parti beaucoup trop tôt. Il a libéré Paris. Il a dit qu'il irait jusqu'à Strasbourg. Il y a été. Et il est parti trop tôt, mystérieusement et trop tôt. Oui, mystérieusement. Alors, pour votre cousin, Louis de Bourbon. J'ai beaucoup de cousins. C'est vrai. C'est l'un d'entre eux. J'aime beaucoup Louis, c'est le parrain de ma dernière fille, qui viennent nous voir un peu. Il l'entendra. Louis-Joseph de Bourbon-Condé. À la tête des armées. Moi j'aime les gens téméraires. On me l'a dit une ou deux fois. J'ai jamais su si être téméraire c'était une qualité ou un défaut. C'est-à-dire ? Ben justement, je ne sais pas. C'est compliqué. C'est intéressant. On creusera la question. Monseigneur, merci beaucoup pour Merci à vous. entretien, Merci à vous tous et puis à bientôt peut-être.